Donc Jacques Ivarscoué, vous êtes le cofondateur de OpenEat, bienvenue. En un mot, OpenEat. Alors OpenEat, comme l'a très bien présenté Sidamet, on fait des titres restaurants dernière génération, c'est-à-dire que ce sont des titres restaurants qui sont embarqués sur la carte bancaire personnelle. Voilà. Très bien. Alors votre parcours est assez riche. Vous avez d'abord créé une première boîte à Faux.db qui était un éditeur de logiciels sur le domaine de l'action sociale départementale. Vous l'avez vendu au groupe Up fin 2006. Là, vous êtes devenu DG France du groupe Up. Et puis ensuite, vous avez décidé en 2020 donc, de quitter le groupe Up et de lancer votre propre boîte OpenEat avec Catherine Coupé, qui était donc la PDG du groupe Up. Vous êtes partis tous les deux. Donc c'est un parcours riche, mais au départ, au moment où vous avez lancé votre première boîte, vous ne pensiez pas être entrepreneur? Non, alors même si j'étais fils d'artisan, dont j'avais quelques prédispositions, effectivement, je rejoins ce qu'ont dit les deux précédents intervenants, c'est-à-dire que quand on se lance, on ne mesure pas l'étendue des difficultés qu'on va avoir, et en même temps, c'est extrêmement passionnant, et effectivement, on le referait tous les jours, quoi. Donc c'est se confronter à des sujets qu'on découvre. Souvent, il y a une expression qui est intéressante, c'est on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Et effectivement, à l'époque, quand j'ai démarré, j'avais 33 ans, j'avais une petite expérience professionnelle. J'étais surtout spécialiste de la chose technique, mais absolument pas de la chose entrepreneuriale. Donc c'est tout un parcours, et quand on arrive à lever certaines barrières, aussi que lorsqu'on arrive à être très bien entouré dès le départ, ça fait avancer, et lorsque la confiance se crée avec les clients, après c'est vraiment c'est que du plaisir. Très bien, et donc quand vous avez lancé votre seconde boîte, vous étiez au sein du groupe Up, donc DG France. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le groupe et à reprendre cette aventure? Quand j'ai vendu ma première entreprise en 2006, donc j'ai eu un parcours au sein du groupe Up, qui était un groupe qui faisait 3000 personnes, etc. Quand j'ai été DG France, je dirigeais une boîte une filiale qui faisait 250 millions de chiffre d'affaires. Donc c'était un apprentissage énorme, c'est-à-dire que j'avais 1000 collaborateurs, je ne sais combien de niveaux hiérarchiques. Donc c'était un très grand apprentissage, mais également une très grande lassitude. Parce que lorsque vous êtes entrepreneur et que vous arrivez dans le grand groupe, la vitesse d'exécution n'est plus du tout la même. Et vous devez prendre en compte énormément de facteurs, des fois aussi assez politiques. Et ça peut être un peu crispant et démotivant. Donc même si la taille est importante et rassurante, même s'il y a des moyens considérables, lorsqu'à un moment vous perdez votre plaisir d'agir tous les jours, ça pose question, et vous n'avez qu'une envie, c'est de revenir à vos premiers amours. Et donc là, vous décidez de vous lancer dans une nouvelle aventure. Pardon. Et vous me le disiez vous-même, vous lancez dans une nouvelle aventure au moment où vous approchez plutôt de la fin de votre carrière. Comment vous le vivez? C'est un renouveau? Oui, c'est un peu le dernier round, quoi. Je viens d'avoir 60 ans. J'ai connu l'entreprise, la création, j'ai connu un grand groupe, et effectivement, l'idée c'est de vraiment prendre plaisir sur cette un espèce de dernier surf pour mettre à profit tout ce que je sais, l'expérience que j'ai, me confronter aussi à des modèles que je ne connaissais pas. Par exemple, aller chercher de l'argent. Moi qui ai passé mon temps à faire du M&A, je me retrouvais de l'autre côté de la barrière. Donc apprendre tous les codes aussi de tout ce qui est capital risque et autre chose. Donc là, c'était très intéressant. C'est un peu la dualité entre l'expérience que j'ai accumulée avec plusieurs années d'expérience, enfin de pratique, mais également de nouveaux codes à découvrir. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est en ce sens que, finalement, on prend plaisir quand on apprend tous les jours. Et quand on essaie de faire réussir une boîte, c'est sûr que là, c'est vraiment très intéressant. Oui, parce que finalement, malgré votre expérience, le monde des startups, ce n'était pas votre univers, vous l'avez découvert. Non, le fait de mettre un mot anglais dans chaque phrase, d'arriver à finalement à connaître un peu ces codes de comportement, aussi des nouveaux mots. Quand on est en SaaS, on parle de MRR, on parle de traction, on parle d'un ensemble de sujets qui sont finalement assez naturels. Mais c'est vrai que c'est tout un apprentissage qui est vraiment très passionnant, parce que c'est vraiment le mix entre l'expérience qu'on a accumulée, assez traditionnelle, assez économique, et également le fait de se confronter à de nouveaux paradigmes. Et quand vous êtes confronté justement au marché, aux clients, etc., comment ils vous ont reçu? C'est plutôt une bonne chose d'avoir de l'expérience a priori. Oui, mais alors là, c'est un petit peu déceptif, parce qu'effectivement, on pense qu'avec l'expérience qu'on a, ça va être assez naturel d'aller signer des clients, etc. Et pas du tout. On a en fait en face de nous aussi des acheteurs qui nous challengent comme les autres, et c'est normal. Donc c'est pour ça qu'on repart au bas de l'échelle, et je trouve que c'est très enrichissant d'arriver à prendre des échecs, à finalement avoir des gens qui nous disent non. Ça faisait très longtemps qu'on ne nous avait pas dit non. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et ça permet aussi de se remettre en cause, et puis finalement d'être plus performant après.
Et quand on a cette expérience derrière nous, est-ce qu'on est plus serein quand on se lance? Vous pensez que, justement, vous avez l'expérience de votre première boîte, la deuxième fois, vous étiez plus serein? On acquiert une des qualités essentielles d'un entrepreneur qui est la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend à dédramatiser un ascenseur émotionnel négatif. C'est-à-dire même quand il y a une mauvaise nouvelle, quelque chose, en fait, il n'y a rien qui est mortel, ou rarement. Donc il faut mettre de la distance, analyser correctement, trouver une solution et avec un peu de temps et en mixant avec l'expérience, avec mon associé qui a aussi cette expérience-là, on finit par trouver une solution à chaque fois. Et si je puis me permettre, votre associé qui est aussi votre femme, hein, vous me l'avez confié. Oui, tout à fait, oui. Alors comment on fait pour monter une boîte en couple? Ça se passe bien? Alors je ne le préconise pas, faut être très clair. Non, si, ça se passe très bien parce qu'on est très complémentaires. Alors évidemment, la difficulté, c'est que le soir, le week-end, on parle beaucoup de ça. Hein. Bon, mais en même temps, c'est ce qui nous passionne et on a envie aussi de rester sur cette chose à deux parce que ça peut faire aussi partie d'un projet de couple. Très bien, effectivement, c'est un projet de couple, un projet de vie, mais au quotidien, c'est pas difficile de gérer ces relations à la fois personnelles et professionnelles? Alors, on a séparé clairement les activités, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout ce qui est marketing, toute la partie force de vente, etc. Donc ça, c'est vraiment sa spécialité. Et moi, je suis plutôt côté tech et opération. Et lorsqu'un sujet relève de l'un ou l'autre des sujets, on se laisse tranquille. Alors des fois, on piaffe, on voudrait dire comment faire, mais on se réfrène. Mais c'est pas évident tous les jours. Hein. Mais voilà, mais on y arrive. Très bien, bravo déjà. C'est pas facile déjà de gérer un couple, alors une entreprise à deux. Et vis-à-vis de votre expérience, quelle est la question qu'on vous pose souvent quand vous êtes en rendez-vous, que vous pitchez, etc. Vous êtes déjà retrouvé dans des situations un petit peu rocambolesques? Souvent, deux choses, effectivement, pour revenir à l'expression précédente, c'est de dire mais c'est pas trop compliqué de faire une boîte à deux comme ça, etc. Mais en même temps, une association, même quand on n'est pas en couple, c'est aussi une espèce de mariage. Hein, donc, voilà. Après, la chose qui est la plus souvent perçue, c'est qu'on nous demande mais pourquoi vous êtes reparti à zéro? Qu'est-ce qui vous a motivé de repartir à zéro? Et donc ça, c'est plutôt plaisant comme question. Et alors, vous répondez quoi? On dit justement, c'est le repartir à zéro, c'est mettre sur la table son expérience, revisiter ses pratiques, se prendre des murs, mais finalement prendre plaisir à ce qu'on fait. Très bien. Et vous me disiez aussi que des fois, on vous mettait presque en concurrence avec des jeunes justement sortis d'école. Est-ce que c'est pas difficile, une fois qu'on a acquis une certaine expérience, de se retrouver face à des jeunes de 30 ans C'est un peu deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que nous, on a l'expérience et la résilience et la force du plan d'exécution. Et les jeunes ont la fougue, le savoir-faire très récent, les dernières technologies. Donc, ils sont très valeureux. Et une des choses sur lesquelles la manière de réagir pour nous, c'est de recruter ces jeunes-là. Et vous y arrivez? C'est quoi vos arguments? On a quelques petits spécimens intéressants là avec moi. Non, si, c'est très intéressant. Souvent, les jeunes ont aussi une force d'engagement qui est remarquable. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font. Ils ont un engagement incroyable, quoi. Même des fois supérieur aux nôtres. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, vous en êtes où aujourd'hui en un mot? On a commencé la commercialisation il y a une petite année et aujourd'hui on a un peu plus de 5000 utilisateurs et on double notre chiffre de clients captés tous les mois. Donc on est sur une très bonne pente et on s'est fait financer avec une série A là, il y a un an. On repart sur une autre série dans les semaines qui viennent. Voilà, donc ça va bien. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci.